Je voulais quelque chose de différent et je suis partie en fait de la page Le Guide Ultime, qui est une page donc de référencement food. Et je me dis, je fais la même chose pour le sport. Je teste et recommande les meilleurs cours de sport. Je voulais à la base, après mon stage chez L'Oréal, ouvrir un studio de yoga et de pilates avec ma mère. Par exemple, sur TikTok, on peut voir qui est allé voir ton compte. Et du coup, tu vois tous les potes de potes, les potes d'enfance, les gens que t'as pas vu depuis longtemps. T'es un peu en mode c'est gênant. Du coup, je regarde rien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Pitch Me If You Can épisode 2. Aujourd'hui, on se retrouve avec Céleste Bamberger. Oui. Bonjour. Comment vas-tu, Céleste ? Très bien, et vous ? Très très bien. On est très content de t'avoir aujourd'hui. Tu es la première femme sur notre podcast. On est ravis de t'avoir et pour permettre à tout le monde de te connaître un peu plus, on a préparé un petit texte intro pour toi. Okay. Tu peux voir juste ici. Donc tu lis et tu réponds à ces questions. Ok. Je m'appelle Céleste et je suis la fondatrice de Kaya Club. Mon idée, elle m'est venue un jour où je voulais ouvrir un studio de pilates et je ne l'ai pas fait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ouvre une page Insta. Au début, personne n'y croyait, sauf mes amis m'ont beaucoup soutenue. En 3 mots, je suis têtue, déterminée et passionnée. Ma capacité exceptionnelle, c'est de travailler beaucoup, une grande capacité de travail. Mon expression préférée, c'est horrible, le seul truc qui me vient en tête, c'est wesh. C'est horrible. Mon premier job, c'était babysitter, je pense. L'entrepreneuriat, c'est cool, mais à 2, c'est mieux. Ma mentalité, c'est 80% travail, 20% kiff. Et si je devais pitcher ma boîte en une phrase, c'est Kaya Club, le carnet d'adresses des sportives. Incroyable. Trop bien. Trop génial. On est ravis de t'avoir. Et pour faire une petite présentation rapide, alors Céleste, c'est la fondatrice, comme tu l'as dit, de Kaya Club, la page de référencement pour découvrir les meilleurs cours de sport à Paris. Passionnée de pilates, tu as su fédérer une communauté engagée autour du bien-être et aujourd'hui, tu viens nous raconter comment tu as transformé un simple projet en ligne en une véritable aventure entrepreneuriale ancrée dans le réel. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie du podcast. Tu vas nous raconter un peu ta success story. Est-ce qu'on peut savoir qui était Céleste l'enfant, Céleste l'ado ? Était-elle rebelle ? Était-elle... Pas du tout. J'étais très sage. Enfin, quand j'étais petite, j'étais très timide. Je parlais pas beaucoup. J'étais très renfermée et du coup, c'est marrant aujourd'hui de me voir, notamment de m'exposer sur les réseaux parce que je pense que là, moi, de plus petite, n'y aurais pas cru. Mais très timide, mais très bonne élève. Quand j'étais petite, j'ai toujours bien suivi les cours et j'ai toujours été très sérieuse. Et après, au lycée, je me suis un peu plus lâchée, on va dire. J'écoutais moins mes parents et je pense que je voulais un peu plus m'affirmer, justement, comme j'étais très renfermée et plus jeune. Et après, au lycée, moi, la prépa, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Je voulais profiter, justement, un peu allier travail et kiff. C'est très important pour moi. Et du coup, je suis partie à Barcelone. J'ai fait l'ESAD. Pendant ces 4 ans, je suis partie aussi à Montréal pour faire un échange là-bas. Et ensuite, j'ai terminé avec un stage chez L'Oréal en développement de produits, en marketing. Et c'est là qu'a commencé mon projet entrepreneurial et cette aventure. Parce que j'ai fait ce stage, j'ai adoré le développement de projet. Je trouvais ça trop bien de partir d'une idée, de zéro, une étude de marché. Ensuite, il fallait tout créer. Donc, le produit, là, c'était des rouges à lèvres. Je travaillais pour L'Oréal Paris. Et c'était trop bien de travailler avec des équipes créa, de développement, avec les industries pour faire le packaging, les couleurs, les textures, etc. Mais j'ai pas trop aimé la hiérarchie, on va dire, qu'il y a dans les grandes boîtes. Les process étaient très lents, on changeait tout le temps d'avis. Et du coup, je m'étais dit que je voulais créer mes propres projets à ma vitesse et avec ma vision. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Et donc, Kaya Club. Et Kaya Club est arrivé. Tu nous as dit que l'entrepreneuriat, c'était mieux à 2. Là, tu nous dis que tu aimes bien travailler en équipe, mais tu as du mal avec la hiérarchie. Comment ça se passe, ça ? Il faut être bien entouré, mais en même temps... avoir des rôles bien définis ? Ouais. Du coup, je me suis lancée avec ma mère, qui est elle-même prof de yoga. Je trouve ça tellement adorable. Vraiment, c'est une histoire qui m'attendrit beaucoup. Ouais. C'est génial de faire ça en famille, parce que ce qui est compliqué avec l'association, c'est justement, on ne se connaît pas forcément, on apprend à se connaître, et là, avec ma mère, on se connaît par cœur. On a appris quand même à se connaître d'une autre manière, à communiquer professionnellement. La relation, elle doit évoluer quand même quand ça a beaucoup évolué. Il y a de l'argent en jeu, du travail. Ouais.
Et puis ce qui était compliqué, je pense, c'était pour ma famille aussi, parce que je vis encore avec ma famille. Et donc quand on rentrait avec ma mère, on en parlait encore. Le soir à dîner, on parlait que de ça. Et donc pour mon frère, ma sœur ou mon père, ça pouvait être plus compliqué. Mais petit à petit, on a réussi à gérer et à moins en parler, et faire ça vraiment de notre côté. Et je pense que c'était même compliqué pour mon frère, ma sœur, mon père, parce qu'on avait notre truc à nous, toutes les deux, donc ça pouvait un peu exclure. Mais en fait, c'est que de la communication. Et comme on a cette relation mère-fille aussi très bienveillante, je pense que ça prime et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de cette relation. C'est génial. Et je me demandais aussi comment, en fait, j'imagine que tu étais passionnée de sport. Comment tu es passée de juste cette passion pour le sport à une page Instagram qui regroupe maintenant des milliers d'abonnés ? Je pense que c'est ma mère, en vrai, qui m'a inspirée. Elle est devenue professeure de yoga en plus de son premier travail pendant le Covid. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux me créer une page Insta ? J'aimerais bien justement plus en parler et le montrer. Et donc, en parallèle de mes études à l'ESAD, je lui ai fait sa page Insta, où on faisait des vidéos justement de yoga. Et après, petit à petit, on a commencé à organiser des retraites. Elle s'appelle comment, la page ? C'est Krabi Yogi, allez vous abonner, elle est trop stylée, ma mère. Qu'on embrasse. Bah oui, très fort. Et donc j'avais déjà un peu ça autour de moi dans mon environnement finalement. Et après, donc je voulais à la base, après mon stage chez L'Oréal, ouvrir un studio de yoga et de pilates avec ma mère. Parce que ta mère est prof de yoga, mais toi, tu es aussi... prof de pilates. Et on a fait cette formation ensemble. Okay. C'est d'ailleurs ma mère qui m'a poussée à faire cette formation de prof de pilates. Comment ça se passe ? Que tu peux nous en dire plus un peu sur la formation ? Et donc c'est une formation qui a duré... Tu dois te faire des downward facing dog. Ça change la vie, il faut en faire. C'est une formation sur 6 mois. Donc il y a plein d'organismes qui en font. Et nous, c'était mis en présentiel, mis en visio. Donc on avait quelques week-ends par mois où on venait du vendredi au dimanche toute la journée. Et en fait, on s'entraînait avec les pratiques. On avait une prof qui nous montrait du coup toutes les postures et on apprenait donc à pratiquer. Et ensuite, on avait toute la partie en visio qui était la partie théorique. Donc beaucoup de cours sur l'anatomie, la compréhension du corps, les muscles, mais aussi sur toute l'histoire du Pilates, parce que c'est une histoire qui est très riche, et donc toute la philosophie qu'il y a derrière, parce que ça se transmet aussi dans l'enseignement, ça. Et donc voilà, ça dure 6 mois, et après on a un test à la fin, donc on doit donner un cours, et un test aussi papier théorique, où on a des questions d'anatomie. Et ça vient d'où le Pilates un peu plus que moi? Tu connais rien. Coco, il connaît un peu plus que moi. Alors le Pilates, ça a été créé par... Moi pas du tout, parce que j'ai l'impression que sur Instagram en ce moment c'est beaucoup la trend. Les Pilates Girls et tout. Ça marche très bien, ça. Mais dans ma tête, c'est quand même assez récent. Enfin, en tout cas, ça a explosé récemment sur les réseaux. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe ? Ça fait longtemps que ça existe. Ça a été développé par un monsieur qui s'appelle Joseph Pilates. C'est d'ailleurs un homme qui a fait le Pilate. Alors, messieurs, faites du Pilate, s'il vous plaît. Il fait des matchas ou non, celui-là ? Je crois pas. Je sais pas si c'était à la mode à l'époque. Il était allemand, donc ça vient d'Allemagne. Et il a créé ça un peu pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'était ces eaux-là. Et en fait, c'était un de ses plus grands regrets d'ailleurs, c'est que lui était persuadé que sa méthode allait changer la vie des gens. Et c'est devenu connu après sa mort. Et... On l'embrasse. On l'embrasse. Outre-tombe. Ouais. Mais d'ailleurs, à l'origine, il a ouvert donc son premier studio à New York. Et ce sont des danseuses qui venaient le voir, qui étaient blessées pour justement les aider à guérir et redanser derrière. D'ailleurs, Monsieur Lagré aussi, c'est un monsieur qui a créé les machines de Lagré, qui sont quand même des machines de réformeurs. Ça, c'est plus récent, je crois. Ok. Mais oui, c'est la même idée. Trop bien. Et donc, vous vous êtes lancés à deux et vous avez créé Kaya Club. Oui, parce qu'à l'origine, ça devait être un studio. En fait, j'ai commencé en me disant, j'ai envie de tester un peu l'entrepreneuriat, je suis jeune, j'ai 22 ans, j'ai rien à perdre, c'est le moment. Donc je me suis dit, on va juste ouvrir un pop-up avec ma mère pendant 1 mois, on va donner des cours de yoga, on va trouver d'autres profs. Et en travaillant sur le projet, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bête, autant carrément ouvrir un lieu définitif. Donc j'ai commencé à travailler sur le business plan, d'ailleurs c'était dur parce que j'y connaissais rien. Donc je m'étais vachement renseignée sur la BPI. Ils ont plein d'outils pour nous aider justement avec des templates ou même pour stimuler sa créativité, ça c'était hyper utile pour se lancer. Et en fait, en travaillant sur le projet, ma mère me disait mais il faut quand même réfléchir à un master, si ça marche pas, toujours très pragmatique. Avoir un plan B. Ouais, avoir un plan B. Ouais, toujours elle était derrière moi. Bon, si ça marche pas maintenant en France, si t'as pas de master, c'est quand même compliqué pour avoir des boulots et monter derrière, gravir les échelons. Donc on y réfléchissait et je suis tombée donc sur les masters entrepreneurs, donc notamment celui d'HEC, enfin d'X HEC. Et je me suis dit en fait, mais si j'y vais, parce que le programme était génial, avoir un lieu physique, c'est pas possible. Enfin, ça aurait été trop compliqué. J'aurais pas été à fond dedans. C'est une expérience, je pense, à part entière.
Donc je m'étais dit, il me faut quelque chose où j'ai pas besoin d'être là tout le temps, je peux le faire depuis mon téléphone, quoi. Et comme j'ai un profil très marketing et que je m'occupais déjà du compte Insta de ma mère et que ça marchait bien, je me suis dit, je vais me lancer aussi, je vais créer une page, mais j'ai envie de faire quelque chose de différent. J'ai quand même maintenant, il y a beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et on s'y retrouve beaucoup, tout le monde fait un peu la même chose, les mêmes trends, etc. Donc je voulais quelque chose de différent et je suis partie en fait de la page Le Guide Ultime, qui est une page donc, de référencement food. Et je me dis, je fais la même chose pour le sport. Il n'y en a pas en France, il n'y a pas une page qui fait que ça. Le Guide Ultime, c'est celui qui va voir les restos et qui met des notes, les adresses dans Paris. C'est ça, je suis partie du même principe parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi dupliquer des modèles qui marchent très bien dans d'autres marchés. À ce moment-là, tu te dis, lui, ça marche, je vais faire la même chose, mais pour dans un autre marché. Secteur totalement différent. Exactement. Tellement smart, on va te faire ça. Et je suis partie aussi du principe qu'il fallait utiliser ce qu'on avait autour de nous. Parfois, l'entrepreneuriat, il ne faut pas trop se compliquer la vie. Et si on veut commencer justement et se rassurer, il faut commencer avec des skills qu'on sait faire, des compétences qu'on a et ce qu'on a sous la main. Et donc, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'était ce qui est le plus simple. Et aussi, je suis partie du principe que si je voulais monter quelque chose, plus tard, pendant le master justement HEC, j'aimerais bien avoir une communauté, des gens qui sont là, qui croient en mon projet, qui sont passionnés dans ce milieu, pour justement, quand je voudrais lancer quelque chose, j'aurai cette base de clientèle et ça sera plus simple. Donc, c'est comme ça qu'est née cette idée de Kayak Club. C'est génial. C'est trop drôle parce que dans notre master, de plus en plus d'élèves et de wannabe entrepreneurs comme nous d'ailleurs commencent à lancer leur page Insta. En fait, toi, tu étais un peu précurseur de ça. Donc c'est trop chouette. Et comment concrètement tu as commencé? C'est-à-dire que tu te dis, en fait, il y a ce cours de sport que j'aimerais tester. Tu y es allé, tu as commencé à filmer, parce que se filmer quand même pendant un cours de sport collectif... c'est pas évident. Ouais. Non, ça a commencé justement quand je faisais l'étude de marché pour ouvrir un studio. J'allais tester tous les cours dans Paris. Et du coup, même ça m'est venu parce que mes amis me disaient, tu connais tous les cours maintenant, où est-ce que je peux faire mon yoga, mon pilates et tout. Donc je me suis dit, autant le référencer sur un même endroit. Mais effectivement, c'est pas évident de se filmer pendant les cours. Maintenant, j'ai mes petits tips. Je prends toujours une bouteille d'eau et je pose mon téléphone. Je me mets toujours dans un coin pour pas filmer les autres gens. Quand je peux, si j'arrive en avance, je demande à la prof, je vais me filmer, ça vous dérange pas? Et en fait, ils ont l'habitude des Pilates girlies qui se filment quand même. Donc en vrai, ça va. Mais non, c'est pas un exercice facile. Et en plus, je profite moins de mes cours de sport quand je le fais parce que du coup, je réfléchis, tiens, ça j'ai bien aimé de la prof, ça j'aime moins. Il faut que je filme bien aussi pour avoir le bon angle, etc. Donc mais c'est de la pratique. Ça vient avec le temps. C'est pas quelque chose de nouveau non plus. Il y a eu une grosse explosion des go muscu sur Instagram. Tous les coachs sportifs qui se filment. C'est un petit peu le même principe. Je suppose que ça arrive plus ou moins dans d'autres disciplines, du coup, le yoga, le pilates et tout. Mais c'est quelque chose qui se faisait déjà bien en musculation. Avec tous ces coachs sportifs sur Instagram. Avec les gym bros. Est-ce que tu penses que toi, justement, de choisir un peu cette niche parce que tu parles de cours de sport, etc., mais ton cœur de cible, c'est quand même le pilates, le yoga, etc. Est-ce que tu penses que choisir cette niche, ça t'a aidé à te différencier et à faire en sorte que Kayak Club soit un succès? Sûrement, parce qu'en vrai, j'ai un peu surfé sur la trend aussi du pilates. Je pense qu'il faut être là au bon endroit, au bon moment. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une mère qui était passionnée de yoga depuis plusieurs années, et du coup j'étais déjà ancrée là-dedans. Donc pour moi c'était normal en fait, et puis c'est les cours que je faisais déjà habituellement, donc c'était la suite logique. Ok. Est-ce que tu as un petit top 3 à nous confier des meilleurs cours de pilates à Paris? Alors il y a pilates sur tapis, pilates réformeur. Moi, je suis très pilates sur tapis parce que j'ai fait ma formation là-dessus. Des studios qui sont sympas. Tom, il en peut plus. Non, mais tu veux nous donner ton avis peut-être? Je vais venir tester. Il faut essayer. Oui. J'ai mon meilleur ami qui a Baptiste, qui a aussi fait notre shooting photo, donc on l'embrasse. Ça sur Instagram. Mais lui, il a sa meilleure pote qui aussi a monté un studio, et du coup, il y allait. Et c'est vraiment. On faisait du rugby ensemble pendant 10 ans et il m'a dit, mais mec, je fais du pilates, c'est super dur. Là, ça fait 3 mois que j'en fais, du coup, il faisait les cours avec sa pote. Et honnêtement, il m'a dit, mais c'est vraiment super dur et c'est vraiment super bien pour le corps. Je vois vraiment beaucoup de bénéfices. Donc, il m'a dit, allez, tu vas venir avec moi une session. Donc, on fera une session groupée. Si le podcast, si cet épisode atteint 10 000 vues, on envoie une vidéo de Tom. On fait un épisode dans un studio de pilates. Exactement, faites péter les scores s'il vous plaît. Je rêve de voir ça. Mais mon top 3 de studio, un studio que j'aime beaucoup, c'est Maison Amat.
Ça a été créé par 2 filles, pareil, qui ont un peu tout plaqué pour ouvrir leur studio. Et elles mettent beaucoup en avant l'aspect communautaire, qu'on retrouve moins en fait aujourd'hui dans le Pilates, comme on peut retrouver justement dans les clubs de running, etc. Où en fait généralement tu vas faire ton cours de sport et tu parles pas trop, t'échanges pas beaucoup. Et ça, elles le mettent vachement en avant. Elles organisent plein d'événements, de workshops et tout. Donc ça, c'est hyper cool et les profs sont très quali. Il y a Reformer et Sur Tapis. Donc ça, c'est cool. Un autre studio que j'aime bien, par exemple, pour faire du Reformer, Now Reformer, très sympa, ouvert par des jeunes de notre âge. Donc ça, hyper inspirant aussi. Ouais, super projet et comme quoi, en fait, on peut le faire vraiment à n'importe quel âge, à partir du moment où on est motivé. Donc pareil, le lieu est trop beau, prof très quali, on peut le faire par niveau, donc ça, c'est trop bien. Puis la salle est assez petite, donc on peut facilement très être corrigé. Ouais. Donc ça, c'est hyper agréable. Et une troisième salle, j'ai peur, je vais écouter l'épisode et je vais me dire merde, j'ai pas dit celui-là, ça me saoule. Mais sinon, une troisième salle où j'aime bien aller, je réfléchis, mais peut-être en Lagré, Lagré-Ness. Pareil, c'est dans un appartement, c'est la fondatrice qui donne les cours et c'est trop agréable, elle est hyper précise, t'arrives plus tôt, t'échanges avec elle, tu te sens en fait comme à la maison, c'est ton cours de sport vraiment à la maison, donc c'est trop bien et ça vraiment, ça travaille beaucoup. Trop bien, oui, le Lagré, c'est vraiment une torture d'1 heure, mais c'est d'une efficacité redoutable. Il y a Kaya Club, mais il y a un nouveau Kaya qui va rejoindre le club. Je sais pas comment on dit. L'aventure, la mission. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition un peu que Kaya Club, c'est vraiment sur les réseaux. Là, vous organisez des retraites même. Ouais. Donc en fait, les retraites, c'est pas le bon terme. Je sais pas pourquoi c'est ce terme qui est utilisé aujourd'hui pour en fait organiser des week-ends ou des semaines un peu bien-être axé sur le sport. Donc en fait, c'est organisé par des professeurs de yoga, de pilates, de barre. Et ils louent un lieu et en fait, on se retrouve généralement, donc c'est axé beaucoup féminin, c'est quand même beaucoup de filles. Et c'est 10 filles qui partent en fait un week-end pour faire du sport toute la journée et tu te retrouves, t'échanges, en fait, tu crées du lien. C'est ça qui est hyper intéressant et c'est aussi des week-ends où tu te poses et pour une fois, en fait, tu fais rien. C'est plus notre cœur de cible, les mamans. Ou alors qui ont la quarantaine, cinquantaine, où justement en fait la vie de maman et travailler c'est quand même pas facile tous les jours et donc t'organises tout le temps et justement d'avoir ce week-end où tu fais rien, on s'occupe de tout, et tu te poses, tu te fais ton sport, t'es avec tes copines et tu te relaxes et donc on a décidé de développer ce business là parce qu'on en organisait déjà avec ma mère. Et on a en fait pris notre maison de campagne de famille et on a créé un studio là-bas. Et l'idée, c'est donc d'organiser des week-ends bien-être et sportifs, mais aussi de le louer pour les professeurs. Il y a une vraie demande, justement, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui s'organisent à l'étranger. Donc, en fait, il faut poser des jours, c'est beaucoup plus cher. Et le fait d'avoir une maison accessible à 1h30 de Paris en voiture, c'est d'avoir des week-ends où tu pars le vendredi soir après le travail et tu reviens le dimanche soir et t'es ressourcé et tu te sens bien et t'as créé du lien et t'es contente, quoi. Tu peux attaquer ta semaine en forme, l'esprit tranquille. Ok, vous en avez déjà organisé ces retraites ? On en organise une. Week-end sportif. Ouais, mais il faudrait qu'on trouve un nouveau mot parce que retraite, ça fait un peu vieux et un peu spirituel. C'est ça. Ce qui est bien après avec les retraites, c'est que t'en as pour tous les goûts et tout type. T'en as des justement plus spirituels que d'autres. Nous, c'est pas du tout ça. C'est pas ce qui est mis en avant. C'est plus vraiment ce côté bien-être sport, et on échange. Des connexions. Exactement. Mais on en organise 2. Une première en décembre et une autre en janvier. C'est en fait des retraites reset avant et après les fêtes. En fait, à Noël pour se préparer et ensuite profiter. Et après, on va ouvrir justement la location pour les profs en janvier. Ok. Et est-ce qu'il y a une dynamique un peu perte de poids où on brûle le maximum de calories en un week-end ou c'est vraiment du bien-être pour se ressourcer, pour se sentir juste plus à l'aise dans son corps ? Enfin, quelle est la vision Ça, en fait, tu peux faire les deux. Il y en a qui sont très axés justement, on mange bien. Donc généralement, c'est les profs, elles le font avec une cuisinière qui vient, une chef. Et du coup, généralement, c'est des chefs qui font de la cuisine saine pour allier bien-être. Parce que quand tu fais du sport, tu as envie de manger sain derrière. Tu n'as pas envie de te foutre un McDo, ça marche pas. Tu peux, c'est OK, mais... Moi, ça me dérange pas. C'est pas l'idée. Donc non, généralement, c'est en plus, tu fais des ateliers aussi, soit sport, soit cuisine. Et après, ce qui est hyper cool aussi pendant ces événements, c'est qu'on le fait en collaboration avec plein de marques qui offrent plein de produits de beauté pour faire découvrir leur marque justement aux clientes. Et donc, c'est le côté aussi très sympa, c'est que tu repars avec ton sac de goodies. J'allais nous dire justement, est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça se passe, logistique, organisation, partenariat ? Ouais, donc partenariat, en fait, on contacte les marques, on leur dit, on organise des événements. Est-ce que vous êtes prêts à offrir quelques produits à nos participants ?
participantes pour leur faire découvrir et ils adorent. Ça marche hyper bien, on arrive facilement à avoir des collabs parce que en fait ils testent le produit directement. Nous on en parle un peu derrière aussi, on le revend et on en parle aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est une double com pour eux. Donc ça oui, après c'est beaucoup de marketing. En fait il faut créer des posts sur Insta, créer des documents pour justement les envoyer à nos connaissances et dire on organise ça. Et ensuite pour la logistique, c'est toutes les courses. En fait il faut pricer donc les courses. On va venir aussi avec une masseuse par exemple pour Le rêve. ouais, une masseuse qui fait des massages drainants. Ça c'est Drainage lymphatique. friandes de ça, c'est super. Trop bien. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux faire un peu tout et n'importe quoi. Et une retraite ne se ressemble jamais. Parce qu'en fonction de qui t'as en collab, de qui intervient, tu peux faire intervenir d'autres personnes justement qui font d'autres choses que toi parce que tu as des profs. Un prof de yoga peut faire plein de types de yoga différents, donc ça qui est chouette. Tu me parlais de ClassPass tout à l'heure. Ouais. Moi, c'est vrai que j'utilise vraiment ClassPass très souvent parce que j'aime bien changer un peu de salle de sport et puis ça permet vraiment de découvrir des nouvelles profs, nouvelles disciplines, etc. Et Arrête de rigoler, te fous pas de notre gueule. L'homme dans le monde de notre Je sais à quelle sauce tu vas être mangé avec ClassPass, c'est pour ça que je rigole. Qu'est-ce qu'on pense de ClassPass? Parce que moi, je me suis dit, mais c'est une révolution ce truc, c'est génial, ça permet à tout le monde de tester de nouvelles choses et de mettre en avant aussi des studios qui se lancent, par exemple. Et en fait, tu me disais que pas tant. Non, il y a un petit tournant là avec ClassPass où au début, je pense que justement, c'était super pour les studios qui venaient d'arriver pour avoir une visibilité parce qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs. Mais en fait, ils font payer leurs cours très peu cher pour les studios. C'est en fait un cours, par exemple, qui est à 30 balles, je pense, va revenir à 10 euros. Le studio va toucher 10 euros sur ces 30 euros normalement si l'élève prenait le cours directement depuis le site. Donc en fait, ça casse les business models des studios et ils sont de moins en moins rentables à cause de ça. Et en fait, ils sont obligés de rester sur ClassPass parce que maintenant, les utilisateurs, notamment à Paris, prennent que leurs cours sur ClassPass parce qu'ils adorent tester plein d'endroits différents. On aime bien. Il y a tellement d'expériences qui se créent en ce moment, de concepts, qu'on a envie de tout tester. Donc on dit, on va sur ClassPass et comme ça, je m'engage pas. Il y a un problème d'engagement aujourd'hui et du coup, ClassPass casse ce business model et c'est pas bon pour les studios. Donc en vrai, dès que les studios arrivent sur le marché, ils prennent ClassPass quoi qu'il, et dès qu'ils peuvent, ils cut. Ok, intéressant. Je trouve qu'il y a un groupe qui a assez bien compris les mentalités de nouveaux sportifs. C'est Monday Sport Club, ouais. Monday Sport Club. Ouais. Donc ils ont Dynamo, donc les vélos dans le noir, des profs très inspirants qui te hurlent dessus parfois. Moi j'adore. J'adore aussi. Ils ont aussi Rise pour le pilates et le yoga et Punch Boxing. Punch, exactement. Donc mi-crossfit, mi-box. Ouais. Et eux, en fait, j'ai écouté un podcast de la fondatrice sur Génération du Turf. Et je l'ai écouté aussi. Et elle disait qu'eux, ils refusaient la logique d'abonnement, qu'ils voulaient vraiment faire payer à la séance, parce qu'ils voulaient pas que les gens se sentent prisonniers de leur cours de sport et au contraire qu'ils les prennent quand ils ont besoin. Et ils arrivent vraiment à créer une atmosphère très unique à chaque fois. Par exemple, les cours sont dans le noir pour que en fait, personne ne puisse juger son voisin, pour que chacun soit vraiment dans une bulle, inspiré par un coach qui à chaque fois, qui a une personnalité qui est assez incroyable. Donc qu'est-ce que tu penses toi un peu de... Je trouve que c'est un super business. Et ce qui est trop bien, c'est que justement, ton crédit que tu achètes sur la plateforme Monday, en fait, tu peux l'utiliser aussi bien pour ton vélo que pour ton pilate ou la boxe. Donc, en fait, en fonction de comment tu te sens ou ce dont tu as besoin sur le moment, tu peux faire les trois. Mais ouais, c'est très inspirant comme projet et ça répond totalement aux besoins aujourd'hui, notamment de lâcher prise et de reconnexion. Et en fait, je pense que ce qui marche, c'est pas le sport en tant que tel, c'est ce qui crée pendant la séance, c'est justement ces profs qui inspirent beaucoup, enfin tu vois, qui justement donnent des phrases pour inspirer, c'est-à-dire t'es là pour toi. Tu vois, moi à chaque fois je me dis mais oui, je vais faire des trucs géniaux et tout. Enfin tu vois, je suis à fond, genre je ressors de là, je vais changer le monde quoi. C'est ça qui est fort. Sont des gourous presque. Non, mais c'est très fort. C'est très fort. Enfin c'est ça, c'est qu'en fait le sport ne devient pas uniquement un défouloir physique, mais vraiment un vrai truc un peu spirituel. Mais il le tourne vachement, pas du tout sur la performance. Et moi il y a un prof que j'adore où j'y vais le vendredi soir. Il dit bon allez, après on va se boire une pinte là. Ils sont très détentes et c'est ça qui est cool. Trop bien. Il s'appelle comment ce prof? J'ai un trou. Ah là là. Mais c'est vendredi 18h, celui à Sèvres. Il est super. Dynamo. Ouais. Ok, trop bien. Je note. Ce prof, j'ai oublié. J'irai. On ira. On ira avec Tom. Allez, Tom, viens. Ça va être super. Moi, j'ai une question. Si on reparle plus du côté business, ça doit pas être facile quand t'es prof de yoga, t'es sur les réseaux. Tu dois avoir tous tes potes qui te disent bon, tu nous fais une séance gratuite, tu nous fais un truc. Comment tu arrives à te positionner en termes de non, c'est une vraie activité, je suis une vraie professionnelle et du coup, je fais payer mes services?
Ouais, bah c'est un grand sujet. Moi, j'enseigne pas beaucoup, mais j'aimerais bien le faire de plus en plus. Mais par exemple, ça m'est arrivé ce week-end. J'ai une amie qui habite à Londres. Elle est à Paris cette semaine. Elle m'a dit tu peux me donner un cours avec ma sœur cette semaine. Je dis bah oui, avec plaisir. Et on était en soirée et j'ai un ami à côté qui me dit mais du coup, tu fais payer combien? J'étais ma pote me dit c'est pas gratuit. J'étais je sais pas. Du coup, c'est gênant parce que t'es ma pote, donc évidemment que j'ai envie de te faire plaisir et de te l'offrir. En même temps, il a raison. Il faut que je commence à gagner ma vie, donc et je lui ai dit t'as raison, je te fais payer 20 € le cours. Bon voilà, c'est symbolique, mais ça commence comme ça au final. Mais effectivement, c'est compliqué et en fait, je pense que j'ai eu la chance d'avoir ma mère, encore une fois, qui est mon modèle pour tout. Ma mère est géniale. Et je l'ai vue parce qu'elle enseigne beaucoup à ses amis aussi. Et en fait, elle m'a dit dès le début, il faut être honnête et il faut être cash et dire en fait, je fais payer. Parce que si en plus tu offres dès le début, les gens vont s'y habituer. Ils vont dire non, en fait, avant, je payais pas, pourquoi je payerais? Donc ça, j'ai réussi à l'imposer assez rapidement. Mais oui, c'est compliqué. En fait, il faut l'affirmer. Et à partir du moment où tu oses et tu dis c'est comme ça, les gens, en fait, ils n'ont pas le choix. Donc, et s'ils veulent te soutenir, ils y vont. Pour Kaya Spot, ça doit être différent. Les week-ends, là, dans ce cas-là, c'est organisé à l'avant. Les gens, il y a un prix défini. Alors chaque prof un peu donne son forfait. Mais par exemple, quand on organise nous une retraite de vendredi à dimanche, oui, on a fait un tarif. Après, pareil, c'est un cœur de cible donc qui est donc des femmes de 45, 50 ans. Donc on sait qu'on peut un peu monter les prix. Non. Par exemple, moi si je veux je veux venir. Non, mais moi justement j'aimerais bien en réorganiser et j'ai dit à ma mère, moi mes amis elles peuvent pas payer ça, donc je vais en refaire moins cher. Et ce qui est trop bien, c'est comme j'ai pas de loyer à payer, je peux me permettre financièrement, parce qu'en fait c'est comme les loyers coûtent cher quand même pour louer des belles maisons. Les profs ils sont obligés de monter un peu les prix s'ils veulent faire de l'argent, donc c'est normal, mais ça coûte cher. Moi comme par exemple j'ai cette chance de pas avoir de loyer à payer quand je vais organiser des week-ends, je peux baisser les prix pour justement aller chercher les plus jeunes 20-30 ans. Mais c'est des prix fixes, oui. Ok, parce que je suppose que tu as ton prix fixe pour le week-end, du coup vous comptez là-dedans la masseuse que tu me disais, la nourriture et tout ça, et après vous devez pouvoir aussi faire de l'upsell, je suppose vendre des produits, des machines. Vous y avez pensé? Par exemple pour le lieu, donc comme on a fait notre vrai studio, on a pensé comme tel et on a fait tout notre matériel à notre nom, brandé. Donc on a fait les tapis Kaya, les blocs, les poids et tout. En vrai, le rêve. Donc, et ça, l'idée, c'est d'en vendre derrière. Mais après, c'est un peu en cross-selling, c'est un peu tout ce qu'il y a, je pense, en matériel. Mais on a fait aussi des pulls. Après, ça peut aller loin, mais... vous commencez tranquillement. Le beau merch Kaya Club. C'est ça. Donc là, donc le business model de la retraite, en fait, est assez simple, c'est que tu fais payer les retraites. Mais après, l'idée, c'est quand même moi plus de louer le lieu, quand même, pour les profs, parce que je sais qu'il y a une demande auprès des profs et je fais louer à la nuit. Du coup, un peu un Airbnb du Pilates. Mais c'est un peu comme ça que je me positionne. Exactement. Airbnb bien-être, finalement. Mais c'est aussi ouvert pour les profs, mais aussi par exemple les gérants de studio qui veulent organiser comme des séminaires avec leurs profs. Ou même avec leurs clients pour fidéliser, parce que dans les grosses boîtes aussi aujourd'hui, ils organisent de plus en plus d'événements bien-être pour justement les employés, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et même louer à la semaine, par exemple, la salle, parce que beaucoup de profs font des cours en visio ou des vidéos qu'ils mettent sur YouTube où ils font des packs, etc. Et donc leur louer la maison la semaine à peut-être un peu moins cher que si c'était le week-end, justement, pour qu'en plus ils puissent filmer dans une belle salle leurs cours, etc. C'est trop chouette, en fait, il y a plein d'opportunités. Il y a plein de possibilités, ça B2B, qui est cool. B2C, que ce soit avec le lieu, avec les profs, mais aussi avec les mamans, les clientes finales. C'est trop bien. Est-ce que vous êtes déjà sold out pour les deux premières? Oui. C'est vrai? Ouais. Bravo. Solide. Donc c'est trop chouette. Trop et en fait, je le vois, il y a un besoin, les gens ont envie de faire ça, de vivre ce genre d'expérience, il y a un besoin de se rassembler, de déconnecter. Donc, se rassembler complètement, ce côté communauté, il est très fort quand il est digital, mais tellement plus puissant quand c'est en réel, et surtout sur des périodes assez courtes comme ça, où tu rencontres des gens qui en plus qui te ressemblent, j'imagine. Trop chouette. On peut peut-être passer, Tom, si tu es d'accord, à la deuxième partie du podcast. J'allais dire exactement la même chose. Tout va bien. Pour l'instant, Kaya marche bien. Les deux Kaya marchent bien. Mais ça n'a pas été toujours facile, je suppose, déjà de se lancer. S'afficher sur les réseaux. On sait que quand tu commences sur les réseaux, que tu n'as pas des abonnés, que tu vas te filmer en studio et tout, c'est pas facile. Comment tu gères ça un petit peu dans ton perso? J'ai pris beaucoup de recul dessus. Je me rappelle très bien de la première vidéo que j'ai postée. J'ai cliqué sur publier, j'ai balancé mon téléphone sur mon tel et je suis partie parce que j'avais trop peur. Mais en fait, je pense que j'ai eu la chance
d'avoir un entourage qui m'a énormément soutenue. J'en ai parlé à personne au début, j'ai juste dit je voulais faire ça, mais je savais pas trop. Et quand j'ai lancé la vidéo, j'ai dit à personne, j'ai pas mis sur mon compte perso Insta parce que en fait je voulais pas. Je voulais justement avoir une communauté engagée et je voulais pas que mes potes me suivent pour me faire plaisir alors que ça les intéresse pas. Donc j'en ai parlé à personne et je voulais que les bonnes personnes arrivent sur ce compte justement. Et donc au début c'était un peu compliqué de s'exposer parce qu'en fait on veut être perfectionniste et maintenant on voit les créateurs de contenu, ils font des vidéos hyper quali, donc tu te dis mais c'est pas assez bien, en fait ça va pas marcher. Donc beaucoup de remises en question et même de s'afficher, de montrer sa tête, c'est pas facile. Ça. Mais en fait, je prends ça comme un jeu maintenant. Aujourd'hui, honnêtement, ce que je disais à Coralie, en fait, je regarde pas qui like, je regarde pas qui regarde mes stories. C'est pas grave, en fait. Je reçois souvent des messages, et ça, c'est trop bien, de filles qui me disent « Ah, j'ai testé ce studio grâce à toi, et je vais aller en tester un autre. Toi, tu devrais essayer ça. » En fait, les gens sont beaucoup dans l'échange, donc ça, c'est trop cool. J'ai une communauté très bienveillante. J'ai jamais reçu de messages méchants, déplaisants. J'allais dire, il doit quand même y avoir, quand t'es une fille dans l'industrie du Pilates, c'est les réseaux sociaux et il doit y avoir des mecs chelous. Hein, si on... Alors ça, oui, je pense, et je le vois un peu plus sur TikTok, parce que j'ai un compte aussi sur TikTok, et je vois dans mes demandes de messages, c'est Hello, do you want 5 000 €? Bon, je regarde pas, je reste un peu dans le déni, parce que justement, si on commence à fouiller, à tout regarder, même par exemple sur TikTok, on peut voir qui est allé voir ton compte. Et du coup, tu vois tous les potes de potes, les potes d'enfance, les gens que t'as pas vu depuis longtemps, t'es un peu en mode c'est gênant. Du coup, je regarde rien. Je regarde pas parce que, en fait, je me dis, je le poste pour moi. Ça touchera les bonnes personnes. Et puis, s'il y en a qui ont envie de réagir, de commenter, mais avec plaisir. Et moi, je suis trop contente. Mais je me focalise pas trop là-dessus. Je prends ça à la légère parce que ça peut être très toxique, les réseaux sociaux, justement. Et même, du coup, c'est un travail d'image et s'exposer. Donc, je pense qu'il faut le prendre à la rigolade. Ok. Donc, ouais, t'essaies d'avoir une sorte de déni positif sur... Oui, c'est un peu du déni, ouais. Ouais, mais non, mais du déni, en fait, qui fonctionne, parce qu'en fait, c'est ta passion, donc tu le fais pas pour que les gens le voient, mais tu le fais parce que ça te fait plaisir de le faire. Ouais. Comment, parce que tu vois, nous, avec Tom, là, on se lance, hein. Enfin, le podcast, c'est une aventure entrepreneuriale aussi, donc on montre notre grande tête sur les réseaux. On se met sur les réseaux. D'ailleurs, allez suivre sur Instagram, sur TikTok, n'hésitez pas. Et tu vois, typiquement, notre première vidéo a... bizarrement percé, voilà, fait pas mal de vues, on s'y attendait pas, et on se demande comment tu fais quand une vidéo perce et qu'ensuite les 10 suivantes font 200, 300 vues. T'as le seum. T'as le seum, non mais c'est vrai. Comment tu gères ça? Comment tu te dis, en fait, on fait encore une et il y a 8 personnes qui vont le voir. Ouais. En fait, il faut se dire, je pense qu'il faut désacraliser ce nombre d'abonnés, etc. Et moi, parfois, je m'aide en me disant, là par exemple sur Kaya, j'ai 1350 abonnés et je me dis, imagine, t'as quand même 1350 personnes devant toi dans une salle, c'est énorme. Et en fait, je m'en rappelle, je fonctionne comme ça. Je me dis, bon, j'ai fait 500 vues, mais imagine 500 personnes là devant toi qui te regardent parler et raconter une histoire et qui, bon, t'en as 20 qui like. Mais c'est quand même beaucoup, 20 personnes. Par exemple, donner un cours de pilates devant 20 personnes, c'est impressionnant. Oui, puis toi, je pense que c'est aussi le fait que c'est une communauté très niche, très engagée. Je sais que 1300 personnes qui sont actives en fait, sur tes réseaux. C'est des gens qui vont te faire des recos. Ouais, mais c'est très frustrant parce qu'il y a des vidéos où tu vas mettre vachement de temps à les faire. Tu vas te dire, ça là, ça va percer, je le sens bien. Ça prend pas du tout. Et t'en fais une autre au pif, un peu random, et elle explose. Et t'es en mode, somme. Tu comprends. L'algorithme, c'est vraiment un mystère pour moi. C'est un truc que t'as pas compris encore, l'algorithme. Non, mais je pense pas des conseils pour nous? Je pense que je me penche peut-être pas assez dessus. Comme je suis un peu dans ce déni où je poste, ça me fait plaisir, ça prend pas. Je regarde pas trop mes métriques, mes trucs, machin. J'essaye quand même de comprendre ce qui fonctionne ou pas, un peu ce truc de hook, justement. Par exemple, là, j'essaye de plus en plus de parler face cam, parce que je sais que les gens aiment bien s'attacher un peu plus à un personnage, donc faire moins de voix off et parler directement à la caméra. Je sais que ça plaît. Et d'écouter toujours le retour. Les gens adorent donner leur avis, ça c'est quand même génial. Donc moi, mes amis ou des potes de potes me disent « Ah mais ça tu devrais faire » ou « C'était bien cette vidéo justement là, quand tu parlais comme ça, c'était plus sympa. » Donc il faut, je pense, aller chercher l'avis aussi. Mais oui, effectivement, quand ça marche pas et que tu as 50 vues, tu es en mode « Bon, c'est pas grave, mais tu crées une résilience quand même qui est impressionnante. » C'est ça, tu as eu des moments un peu où tu t'es dit « Non, je vais arrêter. » Ça m'arrive tout le temps d'avoir des moments un peu de solitude et je suis en mode « Mais pourquoi je fais ça ?» Bon, en vrai, il y a 1000 personnes. Maintenant, c'est plus rien sur les réseaux sociaux. Tu te dis, je sais pas trop pourquoi je le fais, où je vais. Et surtout qu'avec Kaya Club, je me rémunérais pas. Donc aussi, ça, c'est compliqué. Je pense quand tu n'as pas ce retour d'argent où tu travailles beaucoup. Donc là, avec Kaya Spot, donc le lieu des retraites, ça va changer. Mais effectivement, j'ai eu des moments de doute. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que on n'ose pas parler des échecs. On n'a pas envie de dire quand ça va pas, surtout quand tu es dans un environnement
où en fait les gens font pas forcément de l'entrepreneuriat, donc ils comprennent pas, donc ils sont en mode bon bah arrête hein, si t'y crois pas, les gens vont pas forcément te motiver, donc t'es seul avec toi-même, mais ça te crée une force. Et souvent en fait quand j'ai des moments de doute, en fait je revais sur mon compte et je regarde les vidéos que j'ai faites et je suis en mode ah mais en fait c'est cool. Ouais. Et même juste moi d'avoir tout ça en fait et de pouvoir le visualiser, et quand je reçois des messages de temps en temps en mode ah bah merci, je suis allée tester ce cours, c'était top, ça vaut tout l'or du monde, et c'est ça qui me rassure et qui me rappelle pourquoi je le fais au quotidien. Trop bien. Ouais, c'est un peu ta bibliothèque de vidéos, et en fait c'est toi qui les as créées toute seule avec tes petites mains. Enfin, c'est quand même fou. Et puis je trouve que tu vois, se lever à 7h pour aller faire comme ce matin un cours de yoga à 7h30, je trouve que ça demande quand même une discipline et une rigueur. Mais surtout que c'est tu le le sport fais qui m'a seule. aidé, je pense. Ouais. Le sport m'aide dans cette résilience et cette rigueur du travail, parce que tu dois tout le temps te dépasser. Quand tu fais ton sport, tu as envie d'aller toujours plus loin, et je pense que du coup, je l'ai retrouvé dans mon travail. Ouais. C'est vrai que, est-ce que tu retrouves aussi ce truc de, tu as commencé à faire des vidéos, mais d'abord, tu étais passionné de sport, d'abord, tu étais prof de pilates, et du coup, en fait, c'est pas juste, tu t'es dit, je vais me lancer sur les réseaux pour me lancer sur les réseaux, je vais faire ça pour gagner des abonnés, gagner une communauté. Non, tu t'es dit, ok, c'est ma passion, donc je vais là-dessus, et peut-être qu'il y a une opportunité, oui, mais avant tout, ça vient d'une passion, du sport. C'est une force, je pense, parce que justement, quand ça va pas, en fait, je me dis, bon, bah, au pire, je m'en fous, je vais faire mes cours de sport, moi, ça me fait kiffer. En fait, si mes vidéos, bon, elles fait 100 vues, bah, c'est pas grave, moi, j'ai fait mon cours de sport et c'était trop bien. Et quoi qu'il arrive, en fait, c'est ce que je disais aussi au début, c'est je voulais créer une communauté, et ça me fait un carnet d'adresses de profs, de studios, qui est quand même énorme. Et là, quand je vais lancer mon lieu, je sais déjà qu'il y a des profs qui sont intéressés pour le louer, alors que j'ai pas encore ouvert ma page Insta. J'ai un peu parlé dessus, mais pas beaucoup, et j'ai déjà eu des messages, je suis intéressée pour louer le lieu. Et donc c'est plus le côté humain que ça m'apporte derrière, parce que même avec une petite communauté, en fait, j'ai même des gens dans l'entrepreneuriat qui m'ont envoyé des messages pour qu'on échange. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, et je pense que le fait de s'exposer aujourd'hui, c'est hyper important, parce que les gens peuvent pas deviner qu'en fait on est là, on a tous quelque chose à apporter, on a tous une valeur ajoutée, mais on le devine pas, donc il faut montrer que, donc ça soit par un post, un compte Insta, appeler quelqu'un, envoyer un message, dire qu'on est là, et c'est comme ça que les portes elles s'ouvrent et que tu as des opportunités de fou derrière. Parce que tu nous disais du coup, Kaya, quand tu n'étais pas rémunérée avec Kaya Club, c'est compliqué, mais 6 mois, 1 an après, maintenant que tu lances Kaya Spot, tu te rends compte en fait de tous les bénéfices que ça avait. Au début, tu savais pas, tu t'es dit je le fais, j'avance, je continue. Et aujourd'hui, toutes les portes sont, j'ai envie de dire toutes les portes sont ouvertes, parce que ne nous emballons pas, mais je veux dire, tu as ton lieu qui va sens. s'ouvrir, tu connais déjà tous les profs, tu as des bonnes relations avec eux, tu es allé à leurs cours de façon régulière, donc tu tisses des bons liens. Donc il y a quand même des bénéfices. Ouais. Il faut avoir une vision sur le long terme. Et sur les réseaux sociaux, il faut le voir comme ça. Parce que justement, si tu restes bloqué sur une vidéo, un post, en fait, t'arrêtes de poster à la fin, parce que tu te dis c'est décourageant. Donc il faut penser long terme, business, je crée du lien, je crée de la visibilité. Et même un jour, quand je lancerai mon truc, comment j'aurai cette page, ma carte de visite un peu. Et puis de toute façon, les plans changent. Donc l'objectif que tu as quand tu lances, en fait, tu te rends vite compte qu'au bout de 6 mois, tu vas drifter sur quelque chose, tu vas pivoter d'un côté, de l'autre côté, pour arriver à des meilleures opportunités dans le futur. Moi, j'avais une question sur la transparence et l'honnêteté sur les réseaux. C'est vrai que tu fais quand même des revues de clubs à Paris, club de pilates ou de sport. Si tu n'as pas passé une bonne séance, est-ce que tu donnes un commentaire négatif sur le moment que tu as passé, ou alors tu montres pas? Comment ça fonctionne? Je montre pas. Et j'ai déjà eu des questions là-dessus où les gens disaient bon, t'es mignonne, mais elles sont toutes positives tes revues, donc comment on sait si c'est vraiment bien ou pas? Et ça, je le dis en fait dans ma bio, je teste et recommande les meilleurs cours de sport. Donc en fait, je choisis quand même assez bien mes cours. Je regarde le prof, la description du cours, etc. pour voir si ça me correspond, ça me plaît, le lieu aussi. Et si ça me plaît vraiment pas, je le montre pas, parce que je ne me trouve pas légitime, une seule personne, une seule voix, une expérience, pour dire ça c'est nul. Un cours de sport, c'est très subjectif en fonction de comment tu te sens, de ta fatigue, de ton niveau, de ce que tu recherches dans un cours et chez un prof. C'est propre à chacun. Donc moi, j'essaye juste de décrire le cours. Moi, si je l'ai adoré, je le montre, et je dis et je dis généralement, ce cours de sport, il est bien pour quelqu'un qui recherche ça. Donc en fonction, si tu veux un prof qui te crie dessus, qui va te chercher, vas-y. Mais si toi t'aimes bien faire ton cours tranquille, la prof vient pas te toucher, et te corrige pas, et tu fais ton cours tranquille, ça c'est pour toi. Donc l'idée, c'est plus de montrer ce qui se passe, motiver les gens en fait à faire du sport en regardant des vidéos. En fait, on est quand même beaucoup influencé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc si tu vois des vidéos de sport, peut-être que tu vas te dire bon allez, moi aussi je vais aller faire mon cours de sport. Et c'est un peu l'idée, c'est de motiver à bouger, de montrer les différentes disciplines qui existent, et juste de faire du référencement. Trop bien. C'est vrai que le fait de se laisser inspirer par d'autres qui font du sport, c'est super puissant. Je sais que moi, je suis la première
à m'être mise à la course à pied, par exemple, parce que j'ai vu joggeuse faire son Non, Paris-Milan. Mais la course à pied, c'est un truc énorme. c'est fou. Ouais. Alors que tu m'aurais vu il y a 2 ans, je pouvais même pas faire 500 mètres, quoi. Je tombais dans les pommes. Bientôt le semi. Ouais, le semi. Ce qui est bien avec la course, contrairement au Piat, c'est que c'est gratuit et tu peux le faire un peu n'importe où. Donc c'est très accessible, donc ça regroupe encore plus de monde. Et le problème avec le Pilate aujourd'hui, c'est que du coup il y a cette tendance de la Pilate Girl, alors que ça a été créé par un homme et les bienfaits, même c'est très complémentaire avec d'autres sports. Quand tu fais de la muscu où tu es contracté tout le temps et tout, tu es hyper rigide, tu as zéro souplesse, le Pilate ça va venir travailler la mobilité, les ouvertures, tu te sens mieux, tu te sens léger, en fait tu es mobile dans ton corps. Et Joseph Pilate disait d'ailleurs, je peux juger la jeunesse d'un homme par la souplesse de sa colonne. Et donc, en fait, justement, avec la sédentarité aujourd'hui, on est assis toute la journée, on a des colonnes pourries. Et donc, le fait de bouger dans tous les plans, de s'assouplir et de s'ouvrir, c'est hyper bon pour le corps. Et ça, il faut justement plus le mettre en avant. Ouais, puis il y a beaucoup de sports très mobiles. Je sais que dans les arts martiaux et les sports de combat, tu as besoin de cette souplesse, de ce déplacement. Et aller à la même salle, le tennis, moi, je m'en rendais golf. compte... la salle, en fait, ça te sert pas. Enfin, bien sûr, il faut du renforcement et c'est utile et c'est même nécessaire. Mais il faut pas que ça. Donc moi, je me retrouvais, j'ai pas fait de pilates, mais je me retruvais dans ma chambre à faire mes étirements à côté de mon lit sur mon tapis de toucher tes pieds avec. Bien sûr, mais bien sûr. Attends, je vais essayer. Ah ouais. Je suis pas sûr en vrai. Les gens qui nous écoutent sur Spotify, vous mais loupez un truc. Hyper fort. Non, mais il est hyper souple. Quand même. Ah ouais, très, très belle. fort. T'as une colonne souple. T'es jeune. Colonne pas pourrie, T'es jeune, Tom. T'es jeune. Parce que t'es jeune. Trop bien. Ouais. Une autre question là-dessus, c'est vrai que en fait, créer une communauté sur les réseaux et Kayak Club dans un premier temps, c'est pas un business qui est lucratif. Aujourd'hui, tu me disais que tu te faisais inviter à quelques cours de sport, etc. Ouais. Mais tu dépenses quand même beaucoup pour faire ces cours. Est-ce que tu peux me donner ton budget un peu par mois et est-ce que ça peut pas être est-ce que ça peut pas être un frein aussi parfois de te dire en fait je dépense de l'argent, ok je fais mon sport et je le ferai pour moi aussi, là j'en fais plus pour peut-être créer plus de contenu et en fait ça me rapporte pas forcément d'argent, enfin là je noircis le tableau mais ça. Après j'ai la chance du coup ma mère qui m'aide financièrement pour suivre tous mes cours, mais effectivement je préfère quoi qu'il mettre de l'argent dans mon cours de sport que dans une autre activité ou aller boire une bière et tout. Parfois je m'en fous, je peux skip pour faire mon cours de sport, c'est pas grave, mais effectivement en fait on va dire que j'essaie de faire 2 revues par semaine. Le cours, je prends généralement le cours d'essai, on va dire qu'il y a 20 €, donc ça fait 40 balles par semaine. Ça ouais, 160 par mois, ça me paraît pas aberrant, enfin je sais pas. En fait ça c'est pas les cours de réformeur. Les cours de réformeur, c'est cher. C'est abusé. Et l'agré aussi, ça peut aller jusqu'à 50 €. Et là, t'es en mode c'est cher, mais oui, enfin en vrai, je pense que je suis à plus. Okay. Mais en fait, pareil, déni, je ne regarde pas. Soyez comme Céleste. Soyez dans le déni. Vraiment, la vie est plus facile. C'est pas stressant. C'est l'investissement dans ton business. C'est ça. Mais là, tu commences, tu te fais tes liens, investissement dans ton business. Il y a des business qui partent en bootstrap, mais avec 0 fonds, c'est vrai qu'il y en a peu. Mais justement, j'aimerais bien plus rémunérer là-dessus. Mais je pense qu'il y avait ce truc où j'avais peur d'avoir pas assez d'abonnés pour être légitime, pour demander est-ce que vous pouvez me payer pour faire une revue. Et en fait, je pense que je vais y aller au culot maintenant. Je vais envoyer des messages au studio et je vais leur dire le culot. je vais leur dire en fait, si vous voulez je peux vous faire une revue. On va dire, je vous la fais payer 100 €. Par exemple, à la louche, quoi. À la louche. Comme ça, tu sais, tu tentes un peu des prix, on voit si ça prend ou pas. Et quand je dis pense sur un studio, 100 € pour eux, c'est rien. Eux, ça peut leur amener quand même pas mal de visibilité et de clients. Et après, au fur et à mesure, si je prends plus d'abonnés, je pourrais me permettre de demander plus. Mais en fait, le problème, par exemple, aujourd'hui, quand on fait des communautés sur les réseaux sociaux, on ne sait pas comment les monétiser. On ne nous apprend pas, justement, à... Enfin, quel business model mettre en place. En fait, on sait que maintenant, ceux qui ont beaucoup d'abonnés, en fait, ils ont des agences qui s'occupent des partenariats et des contrats et tout. Quand tu es micro-influenceur, tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu sais pas où te positionner. Et donc ça, je pense qu'il y a un manque d'éducation et ça va venir de plus en plus, comme tout le monde s'expose. Mais voilà. Écoute, tu nous donneras des conseils, on est très preneurs. Tu veux bien être notre mentor, Céleste? J'adorerais. Trop bien. Peut-être qu'on peut passer... Question rapide, réponse rapide. Ouais. Écoute, je te pose des... Je les ai sur mon téléphone. Je te pose des questions très rapides, tu me réponds très rapidement. Tac, tac. Okay. C'est spontané. T'es prête? Oui. Est-ce que tu peux nous dire une chose vraie sur toi? Une chose... Comment ça
Je suis assez introvertie. Une chose pas vraie sur toi. Pas vrai. Pas vrai. C'est marrant, en fait, t'as pas l'habitude de... c'est pas évident. C'est pas un exercice facile. Non. Pas vrai. J'ai fait un saut en parachute. Pas mal. J'aimerais beaucoup. La folie qui a changé ta vie. Kayak Club. Hein. Ce que tu aimerais avoir de plus dans ta vie. Encore plus d'amour. C'est mignon. Est-ce que tu as peur de la mort? Non. Est-ce que tu veux laisser derrière toi? Les gens toxiques. Putain, je l'avais pas vu comme ça. Ce qu'il y a toujours dans ton frigo. Du Saint-Moré. J'adore ça. C'est délicieux. Le meilleur conseil que tu as reçu. Lance-toi. Le conseil que tu n'aurais jamais dû écouter. Sois raisonnable. Un entrepreneur que tu aimerais entendre au micro de ce podcast. Ah, pas mal. Quelqu'un que j'aime bien. Je réfléchis. J'ai pas réfléchi. Merde. Je panique. Parce que du coup, là, t'es en mode, il faut que je réfléchisse à des gens et tu vois personne. Je réfléchis à mon LinkedIn, qui je vois un peu dans mon LinkedIn que j'aime bien, là, qui m'inspire. Mathieu Stéphanie dans le podcast. Une fille que je suis beaucoup, par exemple, sur LinkedIn et j'aime bien ses posts. Elle a fait le Master XHEC. J'ai oublié son nom, mais celle qui a fondé PNY. La chaîne du coup de burger. Elle raconte beaucoup ses expériences, tout ce qu'elle vit, et je la trouve assez inspirante et intéressante. Ok, c'est super, on y dîne ce soir en plus. Donc, J'ai dîné hier soir. Donc, génial. Parfait, mais c'est une super idée, tu vois. Ouais. Un épisode chez eux. On ira discuter avec et elle. Elle échange beaucoup, elle a l'air d'avoir envie justement de partager. Ouais, génial. Cool. En plus, on n'a pas encore d'invité dans ce monde un peu de la restauration que je trouve vraiment fascinant pour le coup. Trop bien. On va passer à la question signature du podcast qui s'appelle Pitch-nous ta secret sauce. Donc en quelques lignes, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui fait que ton aventure entrepreneuriale est si unique? Alors, je pense que ce qui fait la différence, c'est l'authenticité. En fait, aujourd'hui, je pense que j'ai un projet qui change un peu. En fait, j'ai décidé de mettre ma passion en avant et les choses que j'aimais et pas de faire comme les autres ou de faire quelque chose qui plaisait aux autres. Donc, rester unique sur ça, je pense que c'est ce qui fait la différence et que ça marche aussi. Et aussi, un peu ce truc de déni, de laisser aller. Je pense que pour qu'un projet fonctionne, il ne faut pas se prendre au sérieux. Moi, je vois un peu l'entrepreneuriat un peu comme la vie, comme un jeu. En fait, on a plein de possibilités. Il n'y a pas un parcours, un chemin qui est juste. Quand tu regardes justement les success stories des grands entrepreneurs, il n'y a pas une histoire qui est la même. Et c'est ça qui est génial. Et il n'y a pas de bons choix, il n'y a pas une bonne méthode. Il faut faire cette école, il faut faire ce stage, cette expérience. Non, en fait, on ne saura jamais. Il faut juste tester. Et donc, je pense que le fait d'être dans l'action en permanence, c'est ce qui fait aussi que... Je suis bonne aussi dans ce que je fais parce que je teste tout le temps et je vois ce qui marche et ce qui marche pas. Génial, hyper inspirant. Écoute, c'était un plaisir de te recevoir, Céleste. Et j'étais trop contente, c'était cool, trop Céleste. bien. Ouais, j'ai adoré cette conversation. Tu me disais tout à l'heure que, je sais plus quand, que c'est dans ta to-do, dans ta bucket list. J'allais le dire, c'est bon, je vais check to-do dans ma vie. J'ai une liste comme ça et donc il y avait un podcast. C'est trop bien ça. Moi aussi, j'ai une liste de rêves. Et honnêtement, de base, je pensais que c'était un peu bateau et tout. Mais depuis que je l'ai, je fais que rajouter des trucs, cocher des trucs. Mais c'est génial. Et j'adore et j'encourage tout le monde à le faire. C'est vraiment, vraiment trop bien. Génial. Et on te souhaite énormément de bonheur. De la réussite. Ouais. Kayak Club. Pour Kaya. Surtout de s'amuser toujours. Hein. Et de s'amuser. Dans son travail. Ça et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Et les gens toxiques derrière. Voilà, oui. Derrière. C'est ça. Merci beaucoup, c'était trop bien. Trop bien. Merci encore, Céleste. Et puis... À la prochaine.